Écoutez, ravie de vous retrouver ce soir donc, pour cette webconférence. Vous l'avez compris, hein, bien sûr, une webconférence sur la thématique des allergies saisonnières. Alors, cette webconférence est organisée par le service prévention et promotion de la santé de Radiance Mutuelle. Cette ex-prévention chez nous, chez Radiance Mutuelle, est animée en Bourgogne-Franche-Comté par Élodie Nati et par moi-même en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Françoise Gouin. C'est une activité qui est essentielle, hein, chez Radiance. Cette ex-prévention est vraiment importante pour nous et nous organisons donc dans le cadre de cette activité des actions sous différents formats, donc des webconférences comme ce soir, des conférences, des ateliers, des journées santé bien-être. Pour être au courant de tout ce que l'on peut faire, on vous invite à consulter le site radiance.fr dans la rubrique événements. Donc là, vous y trouverez nos événements et vous pouvez même vous inscrire directement en ligne. Bien sûr, si vous le souhaitez, hein, nos coordonnées, tant à Elodie que pour moi, sont sur le site. Vous pouvez aussi nous contacter. Bien sûr, ce site vous renseigne aussi sur nos différents métiers, la complémentaire santé, bien sûr, et puis aussi les assurances voiture, habitation, la protection juridique, la complémentaire santé aussi pour nos animaux de compagnie, sans oublier non plus, quand même, c'est important, la couverture sport et loisirs. Là, avec le beau temps, on va peut-être refaire un petit peu plus d'activités en extérieur, ça peut être important. Donc, l'assurance blessure et puis sport et loisirs. On peut aussi vous accompagner, bien sûr, sur la retraite et l'épargne. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tous ces services, n'hésitez pas non plus à passer dans vos agences. Les agences sont là pour vous renseigner, pour vous répondre. Alors, pour en revenir à notre sujet ce soir, eh bien, écoutez, c'est le printemps, hein, la végétation se réveille. Ça nous fait du bien de voir toute cette verdure, mais en même temps, ça peut aussi nous causer quelques soucis, quelques gênes, voire potentiellement nous rendre malades, hein. Qui dit printemps, et vous l'avez entendu, on l'évoquait tout à l'heure avec le docteur, Courdevilliers, qui dit printemps dit pollen, et qui dit pollen dit le retour des allergènes et donc des allergies. Alors, on pense qu'il y a à peu près 25% de la population qui serait concernée par les allergies saisonnières, qu'on appelle aussi rhinite allergique, et aussi rhume des foins. Si le chiffre n'est pas bon, je laisserai le docteur me corriger. Alors, le problème des allergies, c'est que ça rend quand même le quotidien difficile. Le quotidien, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, en société, c'est difficile de se sentir bien et d'être en forme quand on a le nez qui coule, quand on a des crises d'éternuement, quand on a les yeux qui piquent, et puis parfois même quand on a des difficultés pour respirer pour les personnes qui sont allergiques. Alors, comment est-ce qu'on devient allergique? Est-ce qu'on peut prévenir les allergies? Est-ce qu'il faut les subir avec fatalité? Quels traitements peuvent nous aider à aller mieux? Comment mieux vivre ces allergies au quotidien? On a la chance d'avoir avec nous le docteur donc Sarah Courdevilliers qui est là et qui va nous permettre de mieux comprendre tous ces phénomènes allergiques et essayer de nous conseiller pour aller mieux. Alors, le docteur Sarah Courdevilliers est bien sûr allergologue. Elle exerce à Dijon. Elle est présidente de l'ANAFORCAL. L'ANAFORCAL, c'est l'Association nationale de formation continue en allergologie. Et puis, elle est impliquée aussi dans d'autres structures et associations. Alors, nous allons dans un premier temps l'écouter. Ensuite, elle répondra à vos questions. Donc, les questions, vous allez pouvoir nous les poser via la conversation. Et de notre côté, on va les relever et on les reformulera donc à la fin de son exposé. Donc, pendant le temps de son intervention, les micros vont être coupés. Mais vous pouvez absolument poser toutes les questions. Elles seront relevées, reformulées. Donc, vous aurez normalement les réponses aux questions que vous vous posez. À la fin aussi de cette webconférence, vous aurez dans la conversation, on vous enverra un lien sur lequel vous pourrez cliquer
pour répondre à un petit questionnaire d'évaluation pour savoir ce que vous avez pensé de cette rencontre. Alors, surtout, ne vous affolez pas, c'est très très vite rempli, ça va vous demander vraiment très très peu de temps, mais nous, de notre côté, ça nous aide à essayer de proposer des choses qui vous conviennent, à répondre à vos besoins en matière de prévention et à vos attentes en matière d'événements que l'on peut vous proposer. Je crois que j'ai tout dit, donc je vais passer la parole au docteur Sarah Courdevilliers qui va vous parler de choses plus intéressantes que moi, je crois quand même, hein. Voilà, je vous laisse la parole, docteur. Je vous souhaite une bonne conférence et je vous dis à tout Merci. à l'heure. Merci beaucoup. C'était une très belle introduction. Je n'ai pas relevé de faute particulière, donc non, c'était parfait. Donc moi, je suis effectivement Sarah Courdevilliers, donc je suis allergologue. À la base, je suis médecin généraliste, donc j'ai déjà pratiqué la médecine générale avant de faire de l'allergologie, ce qui est très utile au quotidien. Et puis donc passer un diplôme supplémentaire pour devenir allergologue. Donc, je suis bien médecin, on me pose souvent la question. C'est bien une spécialité maintenant, on est très peu nombreux. Je pense que vous êtes rendu compte en cherchant un allergologue. Voilà, on est 30 médecins à être formés par an en France. Donc, c'est très peu. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Alors, les allergies, en fait, elles font partie d'un grand, comment dirais-je, un grand sac un peu fourre-tout qui s'appelle les maladies atopiques, dans lesquelles on va retrouver l'eczéma, enfin plus spécifiquement la dermatite atopique, que je développerai pas ce soir parce qu'on n'aura pas le temps, les allergies et l'asthme. Donc c'est des choses qui vont vraiment être intriquées entre elles et quasiment dès la naissance. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête que toutes ces choses-là font partie de l'atopie ou des maladies atopiques. Alors, euh, je vous montre rapidement ce schéma, mais c'est pour avoir une idée un petit peu de comment les allergies peuvent évoluer au cours de la vie. Et comment effectivement toute cette atopie peut évoluer au cours de la vie si on ne fait rien, si on n'agit pas, c'est-à-dire si on ne fait pas de prévention ou d'action sur ces différentes choses. Donc là, vous voyez en bleu, c'est la partie dermatite atopique, donc l'eczéma. Donc en gros, c'est des plaques rouges qui grattent, qui sont très sèches, qui vont démanger vraiment de façon très intense, et ça peut être quasiment dès la naissance. Et on le voit, hein, ça va être vraiment chez le bébé tout petit, hop, on va avoir presque 10% des enfants qui peuvent en souffrir. Ça a tendance à régresser avec l'âge. Très souvent, effectivement, à l'adolescence, on en perd, allez, on a une bonne moitié, moi je mettrais même un peu plus, on a une vraie régression. Dans la foulée de cet eczéma, on va voir apparaître les allergies alimentaires. Alors, c'est toujours chez les mêmes enfants, hein, en général, qui vont être relativement présentes chez le tout petit et peuvent, pareil, se décélérer avec l'âge. En décalé un petit peu, là, plutôt chez le petit enfant, on verra apparaître de l'asthme. Et puis plus tard, plutôt des rhinites, comme l'a évoqué Madame Gouin tout à l'heure, entre autres le fameux rhume des foins, mais pas que. On le verra apparaître chez l'enfant en général au-delà de 5 ans, quoi qu'on le voit apparaître de plus en plus tôt. Et le nombre de personnes avec cette rhinite ou ce rhume va augmenter et se stabiliser dans le temps ensuite. Bon, c'est un schéma un peu compliqué, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est des choses qui vont vraiment être intriquées entre elles tout au cours de la vie. Et donc, si on arrive, entre guillemets, à casser, entre guillemets, un petit peu les choses dès le début de la vie, bah, peut-être qu'on arrivera à avoir une évolution dans le bon sens ensuite. Alors, comment devient-on allergique? On ne naît pas allergique, on le devient. Quels sont les facteurs de risque pour devenir allergique? Il y a de multiples, comment dirais-je, causes qui vont faire que on va devenir allergique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire vous avez d'un côté l'hérédité, donc le bagage familial, hein, si vos parents sont allergiques, les grands-parents sont allergiques, et puis d'un autre côté l'environnement qui va aller appuyer entre guillemets sur des touches et entre guillemets déclencher des allergies. Donc, il y a plusieurs environnements, évidemment, tout au cours de la vie. Vous avez l'environnement à la naissance,
par exemple, est-ce qu'on est par voie basse ou par césarienne, l'environnement dans lequel on va grandir, l'environnement dans lequel on va évoluer au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, et puis éventuellement les autres pathologies qu'on peut développer tout au cours de sa vie et qui peuvent nécessiter, par exemple, de prendre des médicaments et qui vont faire bouger tout ça. Donc, on ne peut pas dire, je serai allergique ou je ne serai pas allergique. On va le devenir au fil de l'eau. Si par exemple, je prends un exemple très précis, si on regarde deux jumeaux qui ont exactement, donc des vrais jumeaux, qui ont le même patrimoine génétique, en général, vu qu'ils ont quand même grandi dans le même environnement, ils vont avoir effectivement des allergies, mais pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que y en a un qui sera allergique au pollen de graminées et l'autre qui sera allergique au pollen de bouleau ou bien aux acariens. Ou bien sur des allergies alimentaires, ce ne sera pas forcément les mêmes aliments. Bon, c'est un peu anecdotique, mais ça peut vous donner une idée. Alors, qu'est-ce qu'une allergie en soi? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ça, c'est hyper important pour faire la différence entre une allergie et d'autres diagnostics, comme par exemple l'intolérance enfin voilà, il y a plein d'autres mécanismes. C'est vraiment une réaction inadaptée de votre système immunitaire à un allergène. Alors, un allergène, c'est une substance extérieure qui peut déclencher cette réaction. Donc, ça peut être un aliment, ça peut être un pollen, ça peut être un acarien, la poussière, ça peut être aussi quelque chose qu'on va appliquer sur la peau, ça peut être quelque chose qui est volatile dans l'air. Bref, il y en a partout autour de nous. C'est pas forcément des choses qui sont réputées dangereuses, mais quand même, à un moment donné, votre corps, il va dire, lui, je ne l'aime pas, donc je vais le ficher, je vais le garder en mémoire, et c'est le moment qu'on va appeler sensibilisation. Là, pour l'instant, à ce moment-là, il n'y a pas de symptômes. Vous avez juste, à un moment donné, dans votre sang, une espèce de message qui circule en disant je n'aime pas cet allergène. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, du pollen de bouleau, là, on est en plein dedans. Le pollen de bouleau, votre corps va être en contact et va dire lui, je l'aime pas trop, je vais le garder en mémoire. Et puis, si un jour, pas comme un autre, vraiment, je l'aime pas, là, je déclencherai quelque chose. Et c'est quand on va déclencher c'est quelque chose qui sont les symptômes de l'allergie. Donc, ça va être le nez qui coule, les yeux qui pleurent, voilà. On parlera d'allergie. Donc, c'est vraiment l'existence de symptômes quand on a un contact avec cet allergène qui va décrire l'allergie. Alors, c'est complexe, hein, c'est vraiment complexe. Et souvent, alors nous, on subit un petit peu, entre guillemets, un défaut de langage qui est de dire que une allergie, en fait, c'est dès qu'on a une plaque rouge, c'est que dès qu'on a un effet indésirable. L'allergie, en fait, c'est une définition bien particulière que je viens de vous décrire. Donc, attention effectivement à ce qu'on dit. Et même mes collègues médecins, des fois, n'utilisent pas les bons termes. Après, voilà, nous, on fait le tri, hein, c'est notre travail aussi de dire, de vous expliquer, c'est effectivement une allergie ou c'est pas une allergie. Alors, j'ai fait deux grandes parties, on verra si on a le temps de faire la deuxième partie, mais l'idée, là, j'ai vraiment commencé par les allergies respiratoires, on est en plein dedans en ce moment. En gros, on va avoir deux saisonnalités, soit des allergies toute l'année, qu'on va appeler pérannuelles, vraiment qui vont traverser toute l'année, tous les mois, ou bien des allergies saisonnières. Donc, les allergies pérannuelles, ça va être essentiellement les acariens, donc la poussière, ce qu'on appelait la poussière. Alors, il y a quelques années, on recherchait dans les tests, on cherchait la plume, on cherchait la poussière de maison, on cherchait beaucoup de choses. En fait, on s'est rendu compte qu'en pratique, c'était les acariens. Deuxièmement, vous avez les poils d'animaux. Donc, essentiellement, dans les maisons, ça va être les chats, les chiens. Maintenant, on commence à voir un peu certains rongeurs. Vous pouvez avoir aussi le cheval, qui est quand même assez fréquent. Sur les nouveaux animaux de compagnie, ce qu'on appelle les NAC, on a peu d'allergies, hormis tout ce qui est rongeur, donc les furets, les choses comme ça. En troisième position, vous avez les moisissures. Donc les moisissures, c'est vraiment, vous savez, dans les salles de bain, quand c'est un peu trop humide, ça fait des plaques noires sur les joints, voire sur le carrelage, ou bien derrière un papier peint qui a été mouillé, ça va déclencher voilà, vraiment du moisi. Donc ça va donner des moisissures. Donc il existe
des centaines d'espèces de moisissures. Certaines peuvent être allergisantes, la majorité vont surtout être irritantes. Ça peut donner vraiment des asthmes parfois sévères, donc il faut être très méfiant quand vous avez des moisissures. Et en dernier, alors c'est un peu anecdotique, mais c'est les plantes. Il faut faire attention aux ficus. Alors c'était très à la mode dans les années 90-2000. C'est la même plante que le latex, c'est un cousin. Et en fait, au niveau respiratoire, ça donne des vrais gènes, ça peut donner des vrais rhumes, ou voire plus rarement des asthmes. Mais c'est quelque chose enfin c'est une question qu'on va poser souvent dans notre interrogatoire pour savoir ce qu'il y a comme plante dans la maison. Donc ça va être des choses qu'on peut trouver toute l'année. En saisonnier, donc sur une période donnée de l'année, on va essentiellement avoir les pollens. Donc là, vous avez des pollens d'arbres, les pollens de graminées, les pollens d'herbacées. Et je ne l'ai pas mis là, mais c'est assez anecdotique. Vous pouvez avoir certaines moisissures qui peuvent être saisonnières également. Alors, les pollens d'arbres, on a deux en Bourgogne, enfin dans le nord de la France. Vous avez essentiellement le bouleau, qui fait de la famille des bétulacées, l'aulne et le noisetier. Donc tout ça, c'est les bétulacées. Et le frêne, qui va faire partie de la famille des oléacées. Après, pareil, vous avez d'autres arbres qui sont plus anecdotiques, comme le peuplier, le chêne, voilà. Mais c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup moins agressif comme pollen. On est en plein dedans. En ce moment, on est en plein dans le pollen de bouleau. Donc, si effectivement vous avez des symptômes actuellement, quand vous allez dehors, quand vous faites votre vélo, votre footing, ça peut être les pollens de bouleau. Et on a aussi les pollens de graminées qui démarrent depuis une dizaine de jours, en tout cas sur Dijon. On a les pollens de graminées qui peuvent aller jusqu'au mois de juillet quasiment. Et les herbacées, ça va aller plutôt sur tout l'été. Donc là, je vous ai mis quelques images. Alors, ceci est au microscope, très moche, c'est un acarien. Donc c'est une bestiole qui a 8 pattes, qui est microscopique et qui va essentiellement peupler les lieux où il y a du tissu, où il y a de l'activité humaine ou animale, parce qu'en fait, les acariens vont manger ce qu'on appelle les squames et les fanères, c'est-à-dire nos petites peaux mortes et nos poils. Donc l'endroit de prédilection, on va le trouver, c'est la chambre, notamment le matelas et les oreillers. Alors, pas de panique, hein, on ne vous les verrez pas, voilà. Mais effectivement, on les voit beaucoup à cet endroit-là. Donc, deuxième allergène tout à l'heure, les chats et les chiens. Bon, je ne vous les décris pas, vous les connaissez, mais effectivement, l'endroit où ils sont actuellement, c'est-à-dire visiblement sur un plaid, sur un canapé ou un lit, c'est pas l'idéal, puisqu'on revient aux acariens, hein, ils vont aussi se nourrir des poils d'animaux. Donc, plus il y a d'animaux dans une maison, plus vous pouvez avoir d'acariens. Les moisissures, j'en parlais tout à l'heure. Alors là, on voit visiblement c'est une salle de bain qui a été contaminée par des moisissures au plafond. Vu la peinture là, je pense qu'il y a une grande humidité. Hein, donc ça, c'est quelque chose dont il faut faire très attention. Ça peut vraiment donner des symptômes respiratoires, parfois sévères. Et puis, je ne suis pas dans le bon sens. Et là, voilà, bon, là, j'ai regroupé la salle de bain et les plantes. Bon, il y en a peut-être un petit peu beaucoup, mais effectivement, attention à la présence de plantes, notamment dans les chambres. Donc, les pollens saisonniers, alors j'ai mis encore parce qu'effectivement, on a des périodes, on disait tout à l'heure en introduction, on a des périodes qui ont franchement s'allonger. C'est-à-dire que les pollens vont démarrer de plus en plus tôt. Pour preuve, les graminées, hein, ça fait déjà presque 10 jours que ça démarre. Habituellement, ça commence plutôt fin avril, enfin mi-avril, fin avril, et ça va durer de plus en plus longtemps. Là, les graminées ont duré jusqu'à quasiment début octobre en 2023. Donc, c'est vraiment des périodes qui vont être de plus en plus longues. Alors souvent, on illustre les pollens avec cette image-là, un beau pissenlit. Alors ça, ce n'est pas le pollen, ça c'est vraiment des graines. Donc c'est l'étape d'après dans la reproduction d'une plante. Donc le pollen, en fait, ne se voit pas ou quasiment pas à l'œil nu, à part si vraiment il y en a beaucoup. Ça, par contre, voilà, ça c'est une fléole, c'est une graminée. On en a peu autour de Dijon, mais dès que vous montez un petit peu sur le nord de la Côte d'Or ou en Champagne, vous allez en voir beaucoup plus. Et tous les petits grains que vous voyez là, ça c'est des pollens enfin des coques dans lesquelles il y avait des pollens qui se sont échappés. Donc là, on a le dactyle qu'on voit beaucoup par contre dans nos jardins, dans nos parcs, absolument partout. Et puis là, je vous montre un chaton alors je ne sais plus si c'est un
noisetier ou un bouleau, mais voilà, en gros, c'est la fleur de ces arbres. Et si vous vous amusez à les secouer, alors là, on est sur la fin, mais si vous amusez à les secouer, vous aurez une petite poussière extrêmement fine qui va s'échapper. Et donc ça, c'est le pollen de bouleau ou de noisetier. Si vous êtes allergique, peut-être mieux éviter. Alors, un site qui est très intéressant si vous êtes allergique et si vous voulez savoir quels allergènes sont présents dans l'air à un endroit donné ou à un moment donné, c'est le RNSA. Vous allez sur Internet, vous tapez pollen.fr tout simplement, et vous allez arriver sur le site du Réseau national de surveillance aérobiologique et ça va vous donner presque en temps réel les pollens au niveau d'une région. Alors là, c'est une capture d'écran, hein, mais si je zoomais sur la Côte d'Or, actuellement, on a donc le bouleau ou les bétulacées qui est en rouge. Vous avez les graminées, le cyprès, et puis vous avez encore un autre arbre, le frêne, pardon. Vous avez encore le frêne qui va polliniser à cette période. Si vous allez sur le bassin méditerranéen, ce sera un petit peu différent. On n'aura pas tout à fait les mêmes espèces. Notamment, on va trouver, alors on est sur la fin, mais on va trouver beaucoup de cyprès qu'on trouvera assez peu dans le nord de la France. Alors, petit focus sur l'ambroisie. On en entend de plus en plus parler. L'ambroisie, c'est une herbacée, donc c'est une plante qui va pousser absolument partout et qui est devenue absolument nuisible. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une plante qui se plante absolument partout. C'est-à-dire qu'elle a besoin de quelques grains pour faire des graines. Elle peut s'enterrer dans la terre et rester pendant 10-15 ans sous la surface sans aucun souci, remonter au niveau du sol et refleurir. Donc, vous imaginez bien que pour les enlever, c'est un petit peu problématique. Actuellement, on en trouvait essentiellement sur la région de Lyon et sur la région de Nevers. Donc, en gros, pas à la naissance, mais au niveau de la vallée du Rhône et au niveau de la vallée de la Loire. Et petit à petit, en fait, cette ambroisie, eh ben, elle se dissémine. Donc, elle a tendance à aller le long de la Cisse, donc vers le nord et vers le sud. Probablement à la faveur des travaux de terrassement des autoroutes, entre autres, transportés aussi par les bateaux et les camions, alors les bateaux sur le Rhône évidemment, et les camions sur l'autoroute. Et puis pareil pour la Loire, voilà, c'est transporté petit à petit. Et on commence à voir voilà, des petits foyers un petit peu partout, un petit peu en Bretagne, en Côte d'Or, on en a encore peu, mais on commence à vraiment avoir un repérage de ces plantes. Donc il existe vraiment un observatoire des ambroisies qui cherche à vraiment repérer la présence ou non d'ambroisie avec un programme notamment d'arrachage des plantes avant la floraison pour éviter la dissémination. Alors l'autre problématique de cette ambroisie, bon, certes elle est partout, mais c'est surtout qu'elle est extrêmement allergisante. C'est-à-dire qu'en fait il vous faut que quelques grains de pollen pour développer une sensibilisation, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire un signe d'alerte au niveau de votre corps, et très rapidement une allergie, et souvent une allergie qui va amener un asthme. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'on a vraiment quelque chose qui va se produire sur quelques mois et donc extrêmement rapidement. Donc celle-ci, alors là je vous ai mis une photo, c'est une plante pardon, qui est assez commune, hein. On a aussi des cousins à elle qu'on va trouver partout, notamment l'armoise, hein, c'est la même famille. Le but c'est pas d'arracher tout ce que vous trouvez en cours de route, mais faut pas hésiter à signaler à votre mairie ou aux agents municipaux si dans votre jardin ou même dans les lieux publics vous voyez de l'ambroisie, vous avez un doute. Surtout, n'hésitez pas à les solliciter puisque c'est devenu une cause, comment dirais-je, nationale, on va dire ça comme ça, pour l'arrachage de l'ambroisie. Alors, les allergies, quels symptômes ça peut donner? En gros, sur les allergies respiratoires, vous allez essentiellement avoir des symptômes ORL, O, c'est-à-dire vraiment le nez, la gorge, les oreilles, oculaires, et respiratoire bas, donc plutôt les poumons. Au niveau ORL, ça va être essentiellement, alors là je pense que vous reconnaissez tous, le nez, les yeux. Donc le nez, ça va être le nez qui gratte, le nez qui coule tout seul, le nez qui se bouche, des éternuements,
et tout ça ensemble parfois, hein. Et puis la conjonctivite, c'est-à-dire des yeux rouges avec des sensations de grains de sable dans les yeux, avec une sensation de voilà, de pas pouvoir s'arrêter de se gratter. Ça peut parfois être très douloureux. Et puis au niveau respiratoire, on peut avoir parfois de l'asthme avec une toux persistante, un peu productive. Très important, il n'y a pas de fièvre dans l'allergie. On peut avoir des sifflements ou voilà, vraiment des bruits importants dans la poitrine. Et puis ça peut aller jusqu'à la difficulté pour respirer, sensation vraiment quelqu'un est assis sur votre poitrine. Et ça peut se majorer notamment à l'effort. Alors, comment peut-on diagnostiquer une allergie? Déjà, la première chose, c'est en posant les bonnes questions. Donc déjà, le calendrier des symptômes, c'est super intéressant et super important pour nous. Notre capteur principal, ça va être nos patients. Par exemple, là, en ce moment, les patients que je vois, me disent, ah ouais, là, ça fait 10 jours, ça a démarré. Voilà. Je sais qu'il est déjà allergique aux graminées. Donc, on a, nous, un calendrier assez précis finalement des symptômes. Donc, si vous arrivez pour le bilan allergique et que vous dites, bah voilà, moi je suis allergique, j'ai eu des symptômes de telle date à telle date, déjà, nous, on avance. On a dans notre tête, on sait à peu près déjà quel pollen peut être responsable. Après, la problématique, c'est si vous avez plusieurs pollens en même temps ou s'il y a d'autres pathologies en même temps, ça peut fausser un peu les choses. Alors, dans quel contexte? Est-ce que vous êtes gêné quand vous êtes plutôt à la maison, quand vous vous couchez, quand vous vous levez le matin, ou bien quand vous faites des activités à l'extérieur, ou bien est-ce que c'est constant? Est-ce que c'est toute l'année? Et puis, comment êtes-vous amélioré? Est-ce que, ben, effectivement, quand il pleut, ah ouais, là, je suis soulagée. Voilà, vraiment, on va nous dire, hein, ah, docteur, j'adore la pluie, j'aime pas du tout l'été, mais quand il pleut, c'est trop bien. Est-ce que quand vous prenez certains médicaments, est-ce que ça va mieux? Donc, effectivement, on en parlera tout à l'heure, les antihistaminiques. Et puis, si vous êtes, par exemple, vous évitez le contact, ben, vous allez être beaucoup mieux. Alors, j'ai un exemple, par exemple, c'est les acariens. Si vous partez à la montagne au-dessus de 1000 mètres, vous n'avez quasiment plus, voire plus du tout d'acariens. Là, pareil, les patients vont dire, ah ouais, mais quand je vais à la montagne, je revis parce qu'il n'y a pas d'acariens dans l'environnement. Alors, comment on soigne une allergie? En gros, il y a 3 étapes. Premièrement, on va éviter le contact avec l'allergène. Deuxièmement, on va traiter les symptômes. Et troisièmement, si les 2 premières étapes ne suffisent pas, on peut proposer une désensibilisation. Alors, l'éviction de l'allergène, ça veut dire quoi? Éviter le contact. Alors, pareil, il y a 2 choses, hein. Vous avez la saisonnalité. Quand c'est 2 mois, c'est pas pareil que quand c'est toute l'année. Éviter le contact pour les pollens, on va prendre ce premier exemple-là, ça va être difficile de vous calfeutrer dans votre cave pendant 2 mois. Donc, il faut faire des choses au quotidien pour éviter, enfin, avoir le maximum de contact avec le pollen. Donc, ça va être rouler les fenêtres fermées, bien mettre votre clim en boucle dans votre voiture. C'est éviter d'ouvrir les fenêtres la journée, mais les ouvrir très tôt le matin, tard le soir. Éviter de faire sécher votre linge dehors, etc., etc. Vous pouvez aussi faire des lavages des yeux et lavages du nez pour enlever tous les pollens qui peuvent venir stagner au niveau de votre nez. Pour les allergènes de l'intérieur, donc plutôt les acariens et les moisissures, y compris les animaux. Alors les animaux, déjà, ça serait éviter d'en avoir. Alors, vous allez dire, c'est bien joli, mais j'ai déjà un chat ou j'ai déjà un chien. Mais si par contre, vous êtes déjà un petit peu sensible au chat quand vous allez chez un ami et vos enfants vous disent, maman, je veux trop un chat ou papa, je veux trop un chat, ben en fait, vous allez vous rendre malade à prendre un chat. Donc attention, vraiment faites attention. Un chat, c'est quand même entre 12 et 15 ans de vie, voire plus. Donc c'est pas anodin du tout. Si vous avez déjà des animaux, c'est éviter absolument qu'ils aillent dans votre chambre. Hein, en tout cas, pas les chats et les chiens ne dorment pas sur le lit, éventuellement dans un panier, et si possible pas dans les chambres, parce que vous allez apporter beaucoup plus de poils qui vont servir de nourriture aux acariens, et vous aurez les allergènes des animaux eux-mêmes qui vont être concentrés dans la chambre. Après, par rapport aux acariens, vous avez des mesures toutes simples comme aérer tous les jours, au moins 10-15 minutes, même s'il fait froid.
surtout s'il fait froid, c'est laisser le lit ouvert. Parce que plus le lit est ouvert, moins les acariens sont confortables. Donc voilà, au lieu de replier bien au carré, il vaut mieux laisser les couettes un peu ouvertes, voire faire respirer entre guillemets votre literie. Passer l'aspirateur sur le matelas, alors pas à chaque changement de lit, mais au moins une fois par mois, par exemple. Rien que ça peut vous aider. Et puis, changer les vêtements régulièrement. Pour les enfants, il faut éviter aussi la présence de peluches ou d'oreillers ou en tout cas plein de choses qui peuvent apporter encore plus de tissu, donc plus d'acariens dans la chambre, surtout qui vont peut-être être moins lavés régulièrement. Alors, j'ai marqué quelque chose d'important. Alors, DNA, c'est la diététicienne, c'est plus par rapport aux allergies alimentaires, mais CMEI, c'est les conseillères médicales en environnement intérieur. C'est un métier qui est très important, qui est très complémentaire de l'allergologue. À quoi elles servent? Alors, en Bourgogne, on en a deux. Une sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, pardon, et une sur le Lyon et la Nièvre. Elles vont avoir plusieurs missions. La première, ça va être de faire un peu le point avec vous sur vos symptômes et de voir ce qui dans l'environnement peut vous gêner. Après le bilan d'allergologue, en général, on va mettre en évidence que vous êtes allergique aux acariens, aux chats. Voilà. Et puis, l'idée, c'est d'aller chez vous, donc c'est une visite à domicile, avec en fait une personnalisation de la prise en charge. C'est-à-dire qu'elle va vraiment vous indiquer les quantités d'acariens qu'il peut y avoir dans l'environnement, aussi la présence de moisissures et adapter la prise en charge en fonction de votre environnement. Donc c'est très intéressant parce que notamment pour les enfants, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui dit bah oui mais tu vois tu as 42 peluches sur ton lit donc ce serait bien de choisir un petit peu, peut-être d'en garder qu'une ou deux et puis elles ont le droit aussi d'être lavées de temps en temps. Et puis, ah bah oui, mais ouais, je vois, effectivement, vous avez 4 chats dans votre chambre. C'est pas très raisonnable. Peut-être que, bon, je durcis un peu les traits volontairement, mais on a quand même des situations des fois assez étonnantes. Et ce qui est complémentaire pour nous, c'est que nous, on va pas rentrer chez vous en tant que médecin. On n'est pas Dr House, hein, voilà, on va pas chez vous. Mais par contre, le patient va avoir, vous allez avoir un rapport de cette conseillère et nous aussi, et ça nous permet aussi d'adapter notre prise en charge. Voilà, il y a 4 chats, ouais, mais bon, on aura beau mettre un traitement, on aura beau mettre une désensibilisation, on aura du mal à soigner notre patient, donc peut-être voilà, travailler plus sur, il faudrait éviter la chambre, et puis voilà. Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure l'agenda des pollens sur le site du RNSA. Il y a aussi d'autres applications comme l'IFR, Ma vie d'allergique ou Stallergène, où vous pouvez trouver plein d'informations sur les allergies respiratoires. Je pense qu'on pourra, vous pourrez avoir accès au replay où je pourrais vous faire un petit résumé des sites intéressants à aller voir si vous le souhaitez. Alors, deuxième étape, le traitement des symptômes. Donc c'est bien, vous avez fait la chasse aux acariens, vous avez mis un masque, vous avez mis tout, mais bon, vous êtes encore embêté. C'est bien joli là, mais bon, ça m'aide pas beaucoup. Donc la deuxième chose à faire, c'est vraiment de traiter les symptômes, donc la conjonctivite, la rhinite et éventuellement l'asthme. Donc les traitements locaux sont vraiment la première chose à faire. Ça va être de mettre un collyre dans les yeux, un collyre dans le nez, de faire des lavages de nez, j'insiste encore, mais c'est vraiment hyper important. On peut y associer un antihistaminique. Alors là, on en a une dizaine à peu près. Vous les connaissez sans doute, la bilastine, la desloratadine, l'ébastine, la loratadine. Ça finit beaucoup par adine. Voilà. Et puis, dans le cas d'un asthme, là c'est avec votre médecin qu'il faudra voir évidemment aussi, il va falloir mettre en place soit un traitement de la crise, donc là on va par exemple la ventoline, ou bien, j'ai envie de dire, un traitement de fond si vous avez un asthme qui s'est installé. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'il faudra voir avec votre médecin à mettre en place, donc soit votre médecin traitant, votre pneumologue éventuellement, ou avec votre allergologue.
Alors, dans le traitement des grosses crises, on nous le réclame régulièrement, c'est les corticoïdes. Alors, les corticoïdes péros, comme le Soluprède, donc la prédnisolone ou la prédnisone, il faut vraiment les réserver aux très grosses crises qu'on n'arrive pas du tout à passer autrement et qui vont impacter vraiment de façon importante votre quotidien. Alors, pourquoi faut le limiter? Parce que c'est quand même un médicament qui a des effets indésirables non négligeables. Donc, il faut faire attention à leur utilisation. Si vous en venez à l'utiliser tous les mois, c'est que, en fait, il faut mettre autre chose en dessous. Il faut mettre un traitement de fond et il faut surtout faire un bilan et comprendre pourquoi vous avez besoin d'autant de médicaments. Alors, on m'a posé la question encore aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette injection qui était quand même, qu'on utilisait beaucoup il y a quelques années, le Kenacort. Donc, c'est une injection qu'on fait en début de saison, on faisait en début de saison, de 80 mg et qui permettait d'être tranquille pendant la saison des pollens. Alors, oui, mais, il y a un gros mais, c'est ça pour le coup, c'est vraiment des corticoïdes retard qui ont beaucoup d'effets indésirables. Moi, je refuse de le prescrire et je refuse de le faire. Après, évidemment, vous voyez avec votre médecin, mais il y a d'autres traitements qui sont bien plus efficaces et notamment, je viens à ça, la désensibilisation. Donc la désensibilisation, nous on l'appelle aussi immunothérapie allergénique. C'est vraiment le traitement actuel de référence pour traiter, voire guérir les allergies respiratoires. Alors pourquoi j'ai mis entre guillemets? En fait, on obtient plus ce qu'on appelle une rémission, c'est-à-dire une disparition des symptômes. Souvent, il reste la sensibilisation, c'est-à-dire que le test peut être encore positif, mais vous n'aurez pas de symptômes. Et là, on voit bien à la faveur des, comment ça s'appelle, de l'augmentation des pollens ces derniers temps, on voit réapparaître des allergies des patients qui avaient été désensibilisés, qui sont à nouveau allergiques. Donc, les étapes essentielles pour mettre en place une désensibilisation, c'est déjà de bien identifier l'allergène, le ou les allergènes. Donc là, il faudra faire des prick tests, donc vraiment des tests pour comment ça s'appelle, pour identifier l'allergène. Alors, je voulais faire une photo, j'ai pas eu le temps. Les prick tests, c'est ça. C'est des petites fioles. Je ne sais pas si vous voyez ma tête et surtout voilà, il n'est pas sur l'écran que je partage, mais c'est vraiment des petites fioles comme ça. En fait, on va poser des petites gouttes sur votre bras. On va venir picouiller avec une petite pointe. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, on voit, il y a une toute petite pointe au bout. L'idée, c'est juste de mettre en contact votre peau avec l'allergène et de voir si elle s'en souvient. On cherche toujours cette mémoire, ce signal d'alarme qu'on va avoir dans notre corps. Parfois, ces tests ne répondent pas, donc on peut faire une prise de sang dans ces cas-là pour être sûr de notre diagnostic. Et puis, des fois, pour cibler encore mieux la désensibilisation. Donc, la désensibilisation, elle sert vraiment à, moi j'appelle ça rééduquer le système immunitaire, c'est-à-dire lui dire non mais c'est bon, tu n'as pas besoin de réagir contre le pollen de bouleau, c'est pas dangereux, donc on se calme, arrête de réagir. Donc c'est vraiment ça. Alors c'est un peu simpliste, mais c'est vraiment ça. Donc comment on fait? Eh bien, on va vous mettre en contact tous les jours avec l'allergène auquel vous êtes allergique sous forme soit de gouttes sous la langue, soit de comprimés. Et en fait, progressivement, vous allez avoir une diminution de la réaction allergique. Alors, je vous ai partagé aujourd'hui, voilà ce qu'on a en France. On a donc sur l'autre gauche, vous avez ce qu'on appelle les gouttes sublinguales. Donc ça, on va commander au laboratoire et ça va arriver à la maison. Et sur votre droite, vous avez sous forme de comprimé. Donc là, c'est un médicament presque classique qu'on va récupérer en pharmacie tous les mois pendant le traitement. Donc, c'est des allergènes. Donc, ça va être, par exemple, vous êtes allergique au pollen de bouleau. On va donc vous mettre du pollen de bouleau sous forme soit de gouttes sous la langue, soit sous forme de comprimé. Donc, comme c'est des allergènes, potentiellement, on peut avoir quelques effets indésirables. Donc, essentiellement, ça va être notamment au démarrage. Ça peut gratter sous la langue ou le palais, parfois un peu la gorge. C'est pas grave, hein, ça peut être désagréable, mais ça peut être un peu étrange. Et puis, avec le temps, ça a tendance à s'estomper. Voilà.
Donc là, c'est ce que je vous décrivais actuellement. Les gouttes sublinguales, commandées au laboratoire. On commande en général 3 à 6 mois en une fois. Il faut le garder au frigo, au réfrigérateur, pour la bonne stabilité. Et en comprimé, c'est une conservation classique dans un tiroir ou un placard. Et il faut le récupérer en pharmacie tous les mois. C'est un, c'est un traitement qu'on va prendre une fois par jour en dehors des repas pendant 3 à 5 ans. Et là, on va avoir des saisonnalités différentes, c'est-à-dire que pour les gouttes sublinguales, pardon, pour les pollens, bah, on va faire souvent du pré-co-saisonnier. Donc souvent, on va démarrer en plein hiver, voire à l'automne, et on va aller jusqu'à la fin des pollens. Et pour les acariens ou les animaux, on va faire quelque chose en paire annuelle, en continu tout le temps. De plus en plus, même pour les pollens, on commence à proposer des traitements à l'année. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, je vous ai décrit tout à l'heure, hein, les pollens, l'application des pollens a tendance à s'allonger de plus en plus. Donc, on a l'impression qu'on va être moins efficace parce qu'on ne va pas couvrir toute la saison. Et deuxièmement, pour éviter les effets indésirables, notamment au démarrage, à chaque fois, c'est tous les ans, vous redémarrez, ça peut gratter et c'est parfois très gênant pour certains patients. Je fais un petit focus particulier sur la qualité de l'air intérieur. On a parlé des allergènes, mais il y a plein de polluants, plein de choses qui peuvent venir vous gêner et apporter des symptômes qui vont ressembler à l'allergie. Donc notamment le nez qui va couler, qui va gratter, qui va se boucher. La gorge peut gratter. Et en fait, alors la première chose qui peut donner ça, c'est le tabac, c'est la cigarette. Hein. C'est quelque chose qui est extrêmement pro-inflammatoire, pardon. Donc vraiment, c'est quelque chose dont il faut faire attention. Alors de plus en plus, les fumeurs vont fumer plutôt à l'extérieur, mais en fait, vous avez quand même toujours cette exposition. Les polluants intérieurs, attention aux parfums d'ambiance, aux bougies, et plus particulièrement les parfums extrêmement concentrés comme les huiles essentielles. Hein, ça peut être extrêmement irritant. Alors les cheminées à bois ou poêles à bois, alors je vous rassure, hein, c'est pas allergisant, mais ça a tendance quand même à libérer ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. C'est des tout petits composés qui sont produits par le bois brûlé. Et puis ça va tendance à assécher l'environnement. N'hésitez pas à mettre un hygromètre dans votre salon. Normalement, on doit avoir une hygrométrie entre 40 et 70%. Et en général, ça va très vite baisser quand vous allumez votre cheminée. La présence d'animaux, on en a déjà parlé. Donc les animaux eux-mêmes, les poils, voilà, mais aussi la litière, l'alimentation. Voilà. Et puis, l'aération, c'est hyper important. Les VMC, l'entretien des VMC, l'entretien des fenêtres et de l'isolation. Et si vous avez sur vos fenêtres, souvent, vous avez des petites baguettes avec des trous vers le haut, là, hein, donc c'est vraiment une aération, il ne faut pas les boucher. Ça a vraiment un intérêt pour renouveler l'air de votre maison et faire en sorte que vous ayez le moins d'allergies possible. Le moins d'allergies, le moins de symptômes possible, pardon. J'ai fini pour la partie allergie respiratoire. J'avais préparé rapidement un petit focus sur les allergies alimentaires. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je continue? Est-ce qu'on s'arrête là? Mesdames maîtresses du temps et... Non, je pense que on avait de toute façon 1 heure devant nous, donc Ouais, on peut continuer un petit peu. Après, on ok, laissera un petit temps de questions derrière, mais vous pouvez ouais, y aller. ça marche, parfait. Alors, les allergies alimentaires. Je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai moins fait il y a moins le contexte. En gros, vous avez les allergies alimentaires. En gros, vous avez vu tout à l'heure hein, sur la marche atopique, vous avez des choses qui vont être différentes en fonction des enfants et des adultes. On n'a pas les mêmes allergènes, les plus fréquents chez les enfants et les adultes. Chez l'enfant, les deux principaux, c'est le lait et l'œuf. Et ensuite viennent le blé, les fruits à coque, l'arachide et le poisson. Je voudrais juste faire une mention particulière. L'arachide n'est pas un fruit à coque, c'est une légumineuse. C'est la même famille que les lentilles, que les pois chiches. Voilà, c'est pas un fruit à coque. Chez les adultes, on va retrouver cet arachide et les fruits à coque, le poisson, les crustacés, et on va avoir aussi de façon plus fréquente des allergies croisées avec les pollens. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un élément commun. Il faut imaginer un pollen ou un aliment. Hein. C'est comme une grosse brique de Lego. Hein, vraiment, c'est un assemblage de briques de Lego. Et vous allez avoir une toute petite partie
qui va être similaire sur le pollen et sur l'aliment. Et votre système immunitaire, il a toujours ce petit signal qui circule un peu tout le temps, et ben, il va le reconnaître sur le pollen et sur l'aliment. Donc, ça va déclencher des réactions aussi bien avec le pollen qu'avec les aliments. Je n'ai pas développé, mais si vous voulez avoir plus d'infos, il ne faudra pas hésiter. Alors, en gros, on va différencier, nous, deux grandes catégories de symptômes. Soit une réaction modérée, c'est-à-dire des démangeaisons dans la bouche, des gonflements des lèvres isolés, des plaques rouges localisées, ça peut être autour de la bouche ou ça peut être ailleurs, mal de ventre, nausée. C'est une réaction qui n'est pas sévère, qui n'est pas grave, hein, qui ne nécessite pas, comment dirais-je, de traitement sévère. Voilà, je vous expliquerai après. Réaction sévère, là par contre, attention, on peut avoir un seul de ces symptômes et parler de réaction sévère. Une gêne respiratoire, une crise d'asthme, une difficulté à parler avec une voix modifiée, des vomissements. Alors, une urticaire généralisée, c'est des plaques rouges absolument partout, avec des grosses démangeaisons, notamment les mains, les pieds, et une sensation de malaise ou une perte de connaissance. Là, on est sur une réaction qu'on va appeler sévère. On parle aussi, alors avant, on parlait de choc anaphylactique. Maintenant, on va parler d'anaphylaxie. Petit focus, je ne l'ai pas marqué là. L'œdème de Quincke, ou Quincke, ou comme vous voulez, c'est quelque chose de très particulier, d'accord, qu'en fait, on ne trouve pas dans l'allergie, c'est dans une autre pathologie, mais on a pareil, on a un peu dérivé cette appellation. L'œdème de Quincke, c'est vraiment quand ça gonfle à l'intérieur de la gorge, d'accord, et que vous n'arrivez plus à parler, à avaler, voilà. Donc, s'il n'y a que le visage, que les lèvres ou que les yeux qui gonflent, ce n'est pas un œdème de Quincke. Alors, on vous a peut-être dit ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais ce n'est pas un œdème de Quincke. Alors, comment réagir quand vous êtes face à une réaction peut-être allergique? Si vous n'avez pas d'allergie connue et que vous avez une réaction modérée, appelez quand même un médecin ou consulter un pharmacien. On peut prendre un antihistaminique, on surveille évidemment, voir comment ça évolue. Et puis, la prochaine fois que vous voyez votre médecin, vous lui en parlez. Si vous avez une allergie déjà connue, que vous avez déjà un protocole connu, eh ben vous suivez l'ordonnance que votre allergologue a prescrite et vous n'hésitez pas à le consulter si nécessaire. Si par contre, vous avez une réaction sévère, donc là, je vous ai dit, hein, gêne respiratoire, vomissement, urticaire généralisée. Si vous ne connaissez pas d'allergie, vous ne savez pas que vous êtes allergique, la première chose à faire, vous appelez le 15 ou le 18, mais c'est surtout le 15 qu'il faut appeler. L'idée, c'est vraiment d'avoir un avis médical et d'avoir un avis médical rapidement. Le mieux, c'est de ne pas rester tout seul, donc appelez quelqu'un avec vous, autour de vous, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas grave, ne pas rester tout seul dans ces cas-là. Si par contre, votre allergie est connue, là, il faut prendre le traitement qui est préconisé. Et si vous étiez connu comme ayant des allergies sévères, normalement, sur votre ordonnance, vous avez de l'adrénaline. C'est la première chose à faire si vous avez un symptôme sévère. Et ensuite seulement, vous appelez le 15. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aime beaucoup mes collègues du 15, mais ils ont tendance, déjà, on peut avoir du mal à les avoir au téléphone. Deuxièmement, ils vont dire, attendez, on arrive, sauf qu'il va se passer 15-20 minutes. Et que, voilà, l'adrénaline, ça agit immédiatement. Dans même pas 5 minutes, ça agit tout de suite. Et on a le temps de réfléchir après. Donc vraiment, si vous avez une ordonnance avec de l'adrénaline, c'est le premier truc qu'on utilise et on réfléchit après. L'adrénaline, c'est pas dangereux, hein. Sauf si vous avez eu une greffe cardiaque, que vous avez 4 traitements antihypertenseurs, que vous êtes suivi par un cardiologue tous les 15 jours. En gros, tout le monde peut utiliser de l'adrénaline à la bonne dose, mais tout le monde peut vraiment utiliser l'adrénaline, hein. C'est comme si vous prenez un grand 8, vous arrivez en haut du grand 8 et vous vous jetez dans le vide. C'est exactement la même chose, ça va être la même poussée d'adrénaline. Alors, ensuite, bon, vous avez réagi, vous avez vu votre médecin, vous n'avez pas vu votre médecin, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez identifié un aliment précis, par exemple, je ne sais pas, typiquement la cacahuète, votre enfant, il avait mis la main dans le bol de cacahuètes, il l'a mis à la bouche et il s'est mis à vomir, à être tout mou, machin, voilà. Bon, évidemment, on n'en reconsomme pas, on consulte et surtout, la première chose, le plus urgent, c'est d'avoir une trousse d'urgence.
Ça, c'est le plus urgent. Pourquoi? On ne sait jamais, il peut y avoir un nouvel épisode. Il faut que vous ayez tout sous la main et surtout qu'on vous l'ait bien expliqué, que ce soit votre médecin ou le pharmacien. Donc, ne pas hésiter à vous faire réexpliquer les choses, à vous faire réexpliquer le traitement s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Maintenant, vous avez aussi des vidéos sur YouTube qui peuvent vous expliquer, mais le mieux, c'est quand même voilà, de voir le professionnel que vous connaissez pour faire le point. Et puis, dans un deuxième temps, allez voir un allergologue pour faire le bilan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une réaction allergique sévère, dans tous les cas, on est obligé d'attendre 6 semaines avant de faire les tests parce que, en fait, votre peau ne réagira pas. Donc, en fait, on n'aura pas de tests très fiables. Donc, dans tous les cas, ça va être déjà mettre une trousse d'urgence, vous expliquer ce que vous devez faire et puis, voilà, et voir si on trouve le coupable ou pas. Hop. Alors, particularité chez les enfants en âge scolaire, c'est la mise en place d'un PAI. J'en parle parce que c'est de plus en plus fréquent et on le demande assez facilement. C'est vraiment la mise en place d'un protocole d'accueil individualisé pour l'enfant. Et l'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse être en milieu ordinaire. Alors, le milieu ordinaire, c'est l'école, c'est la crèche, c'est le lycée, c'est le périscolaire, c'est la classe de neige, c'est toutes les activités normales, entre guillemets, d'un enfant, mais pour qu'il puisse faire ces activités de façon sécuritaire. Donc, en fait, on va mettre en place des protocoles de conduite à tenir. S'il fait ces symptômes-là, ces symptômes-là, ces symptômes-là, vous faites ça. On va mettre toutes les coordonnées de tous les médecins qui suivent l'enfant. On va mettre l'ordonnance des traitements. Et puis, vous avez normalement une fiche de liaison entre le spécialiste qui rédige le PAI et le médecin scolaire. Alors, je pense que vous le savez, les médecins scolaires, malheureusement, sont très peu nombreux. Donc, souvent, il n'y a pas le médecin scolaire impliqué dans la boucle. Mais les équipes commencent quand même déjà à être un petit peu plus rodées aussi. Voilà. Alors, ça implique quoi derrière? Ça permet d'informer tout le monde. Attention, le jeune Mathéo, par exemple, est allergique à la cacahuète. Donc, la cacahuète arachide, c'est la même chose. Il est allergique à la cacahuète, donc vous prévenez qui? La maîtresse, l'institutrice, la directrice, mais aussi le personnel de cantine, le personnel de cuisine et éventuellement même le fournisseur des repas, parce que maintenant, c'est souvent externalisé. C'est du monde, hein. Donc, c'est vraiment une chaîne très importante, mais chaque personne est très importante dans le PAI. Ça va impliquer quoi derrière? Potentiellement une adaptation des repas. Donc, soit on va dire, on peut simplement faire attention. Donc, on va, comment dirais-je, voilà, le jour où il y a une sauce voilà, un peu suspecte, par exemple la sauce saté où il y a de la cacahuète dedans, ils en mangeront pas. Alors, en pratique, il n'y en a pas, mais voilà, ça va être, on va juste dire attention, ce jour-là, il y a ça, on ne mange pas ça. Voilà. Et puis, des fois, sur des allergies sévères ou alors des polyallergies, c'est-à-dire des enfants qui ont des allergies multiples, eh ben, on va faire un panier repas, c'est-à-dire que là, c'est les parents qui apportent le repas qui va être consommé à la cantine. Et puis, c'est informer de la trousse d'urgence, qu'il y a dedans, où est-ce qu'elle est placée, qui peut l'utiliser. Enfin, voilà, c'est vraiment tous les détails pratiques qui vont être listés. Alors, ça peut être un peu fou, hein. Quand on part du cabinet, en général, vous partez avec 7-8 feuilles à la main, les ordonnances, le PAI, voilà. Donc, c'est des fois un peu lourd. Donc, il ne faut pas hésiter, pareil, hein, à reposer des questions. Souvent, votre allergologue, il vous met à disposition une adresse mail ou des contacts, en tout cas. Vous avez aussi des associations d'aide qui peuvent vous apporter des informations. Je ne l'ai pas noté là, mais vous avez l'AFPRAL, AFPRAL, l'Association française de prévention des allergies alimentaires, et qui peut vous apporter aussi des informations. Alors, c'est ma dernière diapo, enfin mon avant-dernière diapo. Peut-on guérir d'une allergie alimentaire? Alors, oui, peut-être. Alors oui, ça c'est sûr. Dans 99% des cas, pour le lait et l'œuf avant 3 ans. 3 ans pour le lait, 6 ans pour l'œuf. Pour l'arachide, les fruits à coque et maintenant d'autres aliments, on arrive
à faire tolérer des doses de plus en plus importantes d'aliments, voire à guérir certains enfants avec ce qu'on appelle des inductions de tolérance alimentaire. Alors, pour expliquer rapidement, c'est en fait, on va mettre en place des toutes petites doses de l'aliment incriminé et on va monter petit à petit les doses. Et en fait, c'est un peu comme une désensibilisation. Pas tout à fait, mais presque. Et donc, petit à petit, plutôt que d'avoir des symptômes à 1 gramme de cacahuètes, on va avoir des symptômes que si on consomme 10 grammes. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça permet aussi de normaliser beaucoup plus la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Et puis, en fait, en suivant ces enfants-là, on se rend compte qu'à l'âge adulte, parfois, ils ont guéri de leur allergie. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir dans ces protocoles-là. Et puis, on a des nouvelles thérapeutiques qui commencent à arriver. En janvier dernier, on a une équipe américaine qui a publié des informations très intéressantes sur les biothérapies dans l'allergie alimentaire. Alors, souvent, c'est les allergies sévères. Et voilà, on a des perspectives d'avenir plutôt intéressantes. Alors, je fais un petit focus, j'ai juste marqué ça comme ça, mais sur les piqûres d'insectes, parce qu'on me pose beaucoup la question cette année. Les piqûres d'insectes, il faut différencier 2 choses. Vous avez d'un côté tous les insectes type moustiques, mouches, thon et compagnie, qui vont donner parfois des réactions très importantes, très grosses, qui peuvent, voilà, ça va donner une inflammation. En général, c'est rouge, c'est chaud, ça gratte, voire ça brûle, voire ça fait mal, ça peut faire un hématome. Ce n'est pas un phénomène d'allergie. C'est un phénomène d'hyperimmunisation, d'hyperinflammation, c'est-à-dire qu'en fait, votre corps se défend à sa manière, mais effectivement de façon un petit peu costaud. Donc, le bilan allergique ne sera pas nécessaire. Il n'y a pas de désensibilisation qui existe pour ces piqûres-là. Donc, en fait, nous, on voit les consultations que pour ça. C'est dommage parce que nous, les patients, on n'arrivera pas à les soulager. On n'aura pas plus de choses. Voilà. Après, on peut il faut mettre en place des mesures barrières, donc des moustiquaires, des habits adaptés, des répulsifs éventuellement. Mais j'ai pas malheureusement de solution autre que ça. Et puis après, au niveau des traitements, ça sera le traitement local avec des anti-inflammatoires locaux, voire des fois des antihistaminiques ou des anti-inflammatoires généraux. Pour les hyménoptères, donc la guêpe et l'abeille, 2 choses importantes. En gros, ce sont des insectes évidemment, mais effectivement, on peut être allergique à leur venin. Par contre, aujourd'hui, on ne va tester les patients qui ne font que des réactions sévères, c'est-à-dire des réactions généralisées. Je reviens au tableau tout à l'heure des réactions. C'est si c'est généralisé, s'il y a un malaise, s'il y a des vomissements, s'il y a une crise d'asthme, là, on pratiquera les tests et on proposera une désensibilisation à ces patients-là. Ou alors, si vous avez un métier en rapport avec les hyménoptères, par exemple, vous êtes apiculteur ou vous êtes pompier, là, on va réfléchir un petit peu différemment. Pour les réactions locales ou loco-régionales, c'est-à-dire par exemple, vous faites piquer sur la main et vous êtes tout rouge jusqu'au coude, là, on ne fera pas de test et on ne fera pas de désensibilisation. C'est très lourd, la désensibilisation, c'est une injection par mois de venin en milieu hospitalier pour l'instant, pendant au moins 5 ans. Donc, voilà. Donc, il faut avoir, comment dirais-je, notion de côté sévère ou pas sévère, mais en tout cas, la majorité des réactions ne sera pas sévère. Sera très embêtante, je suis bien d'accord, mais ne sera pas sévère. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais essayer de remonter tout là-haut. Eh bien, merci à Écoutez, vous merci d'avoir beaucoup. Oui, c'était très intéressant. C'était un exposé très clair, très intéressant. Donc, je pense que il y a beaucoup de réponses que vous avez pu apporter aux participants. On a toutefois quand même 2 questions. Oui. Une personne qui pose la question de savoir si l'allergie croisée, couplée avec une maladie auto-immune, est-ce que ça peut amplifier aggraver les symptômes de l'allergie lorsqu'on est à la fois allergique et atteint d'une maladie auto-immune.
Alors, j'ai pas cette notion-là. Alors après, ça va dépendre sur une maladie auto-immune du traitement qui est mis en place, parce qu'il y a alors déjà il y a plein de maladies auto-immunes et beaucoup de traitements différents. Les allergies croisées, elles peuvent être majorées, alors essentiellement par des facteurs quotidiens entre guillemets, donc par exemple au moment des pollens. Ça peut être aggravé par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça peut être pris par exemple dans certaines maladies auto-immunes. Je pense à la polyarthrite rhumatoïde, hein, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme traitement régulièrement. Ça peut être majoré par la prise d'alcool ou par l'exercice physique. Après, les maladies auto-immunes sont un autre mode d'expression du corps qui va lutter. Alors là, c'est contre lui-même, c'est pas contre l'extérieur, mais contre lui-même. Donc effectivement, alors c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais effectivement, on peut avoir des similitudes et souvent les patients qui ont des maladies auto-immunes peuvent avoir plusieurs facteurs différents. D'accord. Alors après, on a une seconde question sur les allergies croisées. Qu'est-ce que sont les allergies croisées? Alors, une allergie croisée, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, je vais prendre un exemple très concret. Le plus fréquent, c'est l'allergie croisée entre le pollen de bouleau et la pomme crue. Alors, en fait, il faut imaginer le pollen de bouleau, c'est comme un assemblage de briques de Lego, par exemple, ou voilà. Et en fait, vous allez avoir un morceau, c'est des protéines, hein, donc un morceau qui va être vraiment commun avec et qui va se retrouver aussi sur la pomme crue. Et donc, votre système immunitaire, il va reconnaître la pomme crue et il va reconnaître le pollen de bouleau. Et donc, j'en reviens à ce qu'on disait juste avant. Par exemple, la consommation de pommes pendant la période des pollens de bouleau peut être un petit peu plus compliquée parce que vous avez d'un côté les pollens qui vont rentrer dans le nez, dans les yeux, éventuellement un peu dans la gorge, et puis vous allez manger la pomme, donc vous allez avoir un effet d'accumulation. Je ne sais pas si c'était clair. Je pense. Après, si la personne qui nous a posé la question souhaite se manifester, n'hésitez pas à réécrire un petit commentaire, hein. Oui, bien sûr, parce que On traduira. c'est vrai que je vous explique un peu toujours pareil, mais je peux changer de... Voilà. En fait, c'est un allergène qu'on va trouver sur différents éléments. Oui, alors si je prends le bouleau et les aliments, par exemple, on peut retrouver, donc c'est une protéine, par exemple, qu'on va appeler PR10, ça fait très Star Wars, hein, mais PR10, on peut la trouver sur la pomme, sur la pêche, sur la poire, sur la cacahuète, sur l'amande, la noix, la noisette, on peut la trouver sur beaucoup de choses. C'est une protéine qui va être thermolabile, c'est-à-dire qu'elle est détruite par la chaleur. Donc, par exemple, si vous mangez une tarte aux pommes ou une compote, ça passera sans problème, alors que en cru, ça passera pas. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on a une autre question. À partir Je peux de... faire un tout petit aparté pour ceux qui doivent se libérer. Nous vous avons mis le lien du questionnaire de satisfaction en commentaire. Donc, je vais le renvoyer également. Et on prend la suite des questions. Voilà, c'était juste pour libérer ceux qui ne pouvaient pas rester. Merci. D'accord. Alors, la question suivante, c'est à partir de quand une désensibilisation est-elle recommandée? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, pas spécifiquement. Alors, en pratique, c'est une désensibilisation, c'est quand on avait les étapes hein, tout à l'heure de la comment ça s'appelle de la prise en charge. Donc j'avais parlé, hein, je vais vous repartager ça, ce sera le plus simple. On avait donc l'éviction, le fait d'être le moins possible en contact avec l'allergène. Hop, voilà. Donc c'est l'éviction, le fait d'être le moins possible. Oh, pardon.
je me remets sur le bon mode. Donc, de ne pas être en contact avec l'allergène. On va traiter les symptômes, donc ça va être les antihistaminiques, les collyres et compagnie. Et si l'assemblage de ces deux-là ne suffit pas, c'est-à-dire que là, par exemple, ce printemps, vous faites attention, vous sortez pas trop quand il y a plein de vent, vous avez des antihistaminiques pleine dose, vous avez des collyres, vous avez un spray nasal, vous avez tout ce qu'il faut, mais même comme ça, c'est compliqué, vous avez du mal à sortir de chez vous, il y a un retentissement sur votre quotidien, notamment par exemple sur votre métier, hein, un paysagiste par exemple, ça devient très compliqué, ou bien vous avez développé un asthme, à ce moment-là, on va proposer une désensibilisation. Alors, nous, on n'impose jamais, hein, évidemment, on va vous proposer, on va vous donner les pour, les plus, les moins, enfin les plus, les moins, pardon. On n'est jamais en urgence d'une année sur l'autre. Donc, des fois, on laisse du temps aux patients pour réfléchir. Et puis, surtout, on ne la démarre pas maintenant. C'est-à-dire que là, en ce moment, là, on n'est plus vraiment dans le traitement des symptômes et on va démarrer ça plutôt sur l'hiver. Voilà. D'accord. Je suppose que les allergies peuvent évoluer. Une personne peut être allergique une année à un certain type de pollen et puis l'année suivante être allergique peut-être à ce même pollen, mais à d'autres également. Alors oui, on peut voir. Alors j'en revenais tout à l'heure à comment dirais-je, aux sensibilisations, c'est-à-dire que si par exemple là je testais tous les participants, j'en ai la moitié qui auraient sûrement des tests positifs. Bon après il y a peut-être probablement un biais là, mais sur la population générale, on considère qu'il y a à peu près la moitié qui aurait des tests positifs, un peu moins peut-être, mais tous ne vont pas avoir des symptômes. Par contre, ça peut se développer au fur et à mesure. Donc, nous, dans les patients qu'on va suivre, la première année, par exemple, ils viennent parce qu'ils ont un pollen, ils ont une gêne avec le pollen de graminée. Et puis la deuxième année, ils nous disent, bah oui, mais alors là, moi, mes symptômes, ils ont commencé au mois de février. Alors que d'habitude, ils commencent au mois d'avril. Donc là, bah, on regarde le test à nouveau. Ah, bah oui, mais effectivement, vous aviez déjà, la dernière fois, votre test pour le boulot était déjà positif. Et donc, cette année, vous avez déclenché les symptômes avec les pollens de boulot. Donc, on peut effectivement avoir une évolution. Et puis, ça va dépendre aussi, surtout pour les pollens, de la météo. C'est-à-dire ben, je m'entends, voilà, mais et donc avoir beaucoup de pollen de boulot. Et l'année d'après, avoir vraiment un temps qui fait que vous aurez peu de pollen dans l'air, donc vous allez avoir peu de symptômes. D'accord. Pour une personne qui est allergique, qui se sait allergique, son intérêt, c'est de se préparer de manière saisonnière, on va dire, avant que les symptômes ne se déclenchent, avant d'entrer en période de pollinisation. Est-ce que la personne a intérêt à se dire, ouh là là, attention, il faut que je me prépare, il me faut ma panoplie de médicaments, il me faut... Ah ben, dans l'idéal, oui. Alors en plus, moi souvent ce que je dis à mes patients, c'est notamment sur les pollens, c'est que le gros de la réaction, elle va se produire à quel moment? Le moment où vous allez être dehors et où vous allez particulièrement être en contact notamment avec la nature. Typiquement, ça va être le week-end quand vous allez vous balader au parc ou en forêt, que vous allez promener le chien, que vous allez au tournoi de foot de votre enfant. Et alors le samedi soir ou le dimanche matin, vous n'avez pas de pharmacie, vous n'avez pas de médecin, ou très peu. Donc c'est mieux d'en avoir quand on a la possibilité d'anticiper, c'est d'avoir un fond de boîte de l'année d'avant, ou au moins d'avoir vu avec votre médecin avant, de dire, bon bah ok, je sais que j'ai ce qu'il faut à la maison, au cas où. Parce que après, voilà, quand ça s'installe, c'est un petit peu plus problématique. Hmm. Et pour avoir la visite d'un CMEI à la maison, Oui. quelle démarche faut-il faire? Est-ce que Alors c'est une c'est par le médecin? prescription médicale. Oui, Donc, d'accord. c'est une prescription médicale. Donc, alors, c'est un métier qui est pas encore reconnu au niveau. Alors, qui est reconnu, il y a un diplôme hein, qui est sanctionné. Voilà, dans mes souvenirs, c'est en 2 ans.
Et en fait, suivant les régions, ils vont être financés de manière différente. Suivant les régions, ça peut être la région, ça peut être un hôpital, ça peut être l'ARS, ça peut être par exemple en Franche-Comté, c'est le réseau le RAFT, le réseau d'allergologie de Franche-Comté qui le prend en charge. En Bourgogne, c'est la mutualité de Bourgogne qui prend en charge, avec une particularité sur la Bourgogne-Franche-Comté. En fait, on est dans un projet article 51. Donc, c'est un projet comment dirais-je, mince, je cherche le bon terme, de parcours de soins. Donc, en fait, c'est de fluidifier le parcours de nos patients allergiques et donc d'inclure systématiquement, si on peut, la CMEI ou la diététicienne, j'en ai pas parlé, mais ou la diététicienne dans le parcours des patients allergiques. Donc, il faut qu'il y ait un médecin qui ait prescrit cette visite. Alors, c'est essentiellement, actuellement, hein, c'est essentiellement les allergologues, les pneumologues, certains pédiatres, certains ORL et certains dermatologues qui vont le prescrire. En fait, on est référencé auprès de la mutualité de Bourgogne ou bien du RAFT. On les sollicite, ensuite ils contactent nos patients par téléphone en premier. Ils prévoient une visite, ils prennent rendez-vous pour la visite. Ça se fait en général dans les 3 mois. D'accord. Donc c'est une bonne manière de pouvoir améliorer son environnement intérieur pour Ah oui, pouvoir ouais, mieux ouais. vivre au Oui, quotidien oui, quand on est allergique. tout Ah à oui. fait. Nous, alors nous, on est content parce on a 2 CMEI en Bourgogne. Il y a des régions qui n'en ont pas. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et complexe. Alors, des fois, on arrive en trichant un peu sur les budgets. En trichant les budgets, voilà, quand quelqu'un qui est en bordure de territoire, on arrive à envoyer une CMEI de notre région sur la région d'à côté. Mais voilà, c'est pas toujours évident, et notamment toute la région Centre, la région Loire. Ils ont très peu de CMEI. Donc, ils ont moins accès. Donc, c'est souvent nous, pour le coup, qui faisons ce travail-là, sans aller sur le terrain, mais on va beaucoup plus creuser sur la présence de peluches, la présence de tissus et ainsi de suite au niveau du domicile. Les moisissures également, j'imagine. Oui. Alors, les Mm. moisissures, la particularité, c'est que ça ne se prélève pas toute l'année. Là, on va arrêter les prélèvements d'ici un mois. On fera plus de prélèvements parce qu'il fait trop sec. Donc, en général, on trouve plus. Enfin, c'est beaucoup plus difficile à cultiver. Donc, en général, les prélèvements vont être faits en général, c'est de octobre à avril. Et sur le reste de l'année, on prélèvera pas de moisissures. Pour nous, c'est envoyé à Besançon. Il y a un laboratoire de mycologie qui est extrêmement pointu et qui nous rend des résultats très intéressants. Par contre, c'est long, hein, il faut au moins un mois pour avoir les résultats. D'accord. À plusieurs reprises, vous avez parlé du lavage de nez. Oui, Le lavage de nez, c'est avec un sérum physiologique, avec un produit particulier. alors, le lavage de nez, alors déjà, moi, ce que j'appelle lavage de nez, c'est vraiment le lavage à grande eau, entre guillemets, mais de l'eau salée. Donc, le sérum physiologique, ça peut marcher très bien. Sinon, moi, j'utilise beaucoup, il y a 2 dispositifs actuellement, mais il y en a plein d'autres sans doute, hein. Vous avez le Rhinohorn ou le Respimer, qui sont en fait alors, j'en ai pas là. Ah, si, j'ai le Respimer. Bon. C'est vraiment, en fait, je vais vous montrer. Hop. Ça va être une espèce de petite bouteille comme ça, dans lequel vous mettez de l'eau et du sel, alors de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille. Vous mettez du sel, alors il faut à peu près 9 grammes de sel pour 100 grammes d'eau, alors, comme le sérum physiologique. Et en fait, on va rincer le nez à très grande eau. Donc, soit vous pouvez l'utiliser vraiment comme ça. En fait, là, on va appuyer sur la bouteille, soit comme la corne. Alors là, il y a un aspect coudé. Vous le mettez comme ça, vous mettez au-dessus du lavabo et vous laissez couler. Il y a plein de vidéos de démonstration pareil sur YouTube. L'idée, c'est vraiment, d'une part, d'enlever toutes les particules d'allergènes dans le nez. Et puis, deuxièmement, le sel va permettre d'assécher un peu l'intérieur du nez qui est très gonflé.
Donc c'est comme la neige, hein, enfin comme la glace, le sel attire l'eau, donc va vraiment permettre d'enlever, enfin de dégonfler l'intérieur du nez, de fluidifier quand il y a des glaires voilà, ou des croûtes. Et donc petit à petit, ça va permettre et ça marche très bien aussi dans les rhumes d'hiver, les rhumes viraux, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Faut visualiser votre nez, c'est comme un filtre de voiture, hein. C'est le nez, l'air qui va rentrer dans le nez, va tourbillonner à l'intérieur du nez, va être filtré, va être réchauffé avant d'aller dans vos poumons. Donc quand on est enrhumé, alors que ce soit par les allergies ou par les virus, par exemple, d'hiver, en fait, vous allez avoir le nez bouché, vous allez respirer par la bouche, vous perdez cette fonction de filtre. Donc, vous allez avoir directement de l'air plus froid qui arrive dans les poumons. Vous allez aussi avoir beaucoup plus de pollution ou d'allergènes qui vont arriver directement dans la gorge ou dans les poumons. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de restaurer cette fonction de filtre au niveau du nez. Pour pouvoir continuer à respirer par le nez. Pouvoir continuer à respirer par le nez. Et d'ailleurs, je vais faire un aparté rapide. Un enfant qui ronfle ou qui dort la bouche ouverte n'est pas normal. Il faut consulter un ORL ou un allergologue. Un petit enfant, hein. Mais normal. Alors, les adultes ont le droit de ronfler s'ils veulent. Pas trop non plus, mais c'est surtout un enfant qui ronfle. C'est pas habituel, c'est qu'il y a une obstruction nasale. Ça peut être une allergie, ça peut être les amygdales, ça peut être les végétations, mais normalement, un enfant ne ronfle pas. D'accord. Et alors, donc, le lavage, c'est combien de fois par jour? Une fois le matin, une fois le soir? Alors, ça peut être 2 fois par jour. Après, quand on est très, très, très gêné, ça peut être 4 fois par jour. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme quand vous baignez dans la mer, hein. Si vous voulez vous baigner 6 fois dans la mer, vous baignez 6 fois dans la mer. Ça ne pose pas de problème. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, il y a pas mal de remerciements. Apparemment, tout était très clair. Voilà, on a eu pas mal de messages dans ce sens. Je sais pas, oui, d'autres questions pour les derniers participants? Non, encore des remerciements. Voilà, très clair et compréhensible. Alors, c'est que j'ai réussi à faire passer le message, j'espère. Écoutez, je pense que c'est bien ça, oui. On vous en remercie d'ailleurs. Je vous en prie. Donc écoutez, je pense que sinon elle serait arrivée entre-temps. Donc voilà, peut-être on va clore cette webconférence. En tout cas, voilà, le replay sera envoyé dans les jours prochains. Voilà, donc merci à tous pour votre participation, assez tardive en plus, hein, donc on tient à souligner, c'est que le sujet était vraiment intéressant.